Ouattara fait courir un grave danger à la Côte d'Ivoire, je vous l'ai dit. Je dis tant sur le volet endogène que sur le plan exogène. La Côte d'Ivoire va vraiment être secouée. La Côte d'Ivoire va vraiment être secouée. Ça, il faut que on ne soit pas surpris. Voilà. Parce que on a une politique qui dans la sous-région n'est pas reluisante. Parce que il est poussé dans le dos, si je peux m'exprimer ainsi. Mais c'est la contrepartie du 4e mandat. Ouais, Yannick. Ouais, effectivement. Mais avant que le président Tiani fasse ces menaces-là, avant que le président Tiani fasse ces menaces-là, bien évidemment, on a vu la sortie du président burkinabé qui avait parlé d'un hiver voilà, qui va se profiler à l'horizon. Mais je veux dire, tout ça n'augure rien de bon. Voilà, le président IB. Tout ça n'augure rien de bon. Voilà. C'est une situation qui, pour moi, m'inquiète beaucoup. Je vous le dis parce que on a dépassé le cadre politique local. Ça, c'est la contrepartie du 4e mandat. Voilà. Le 4e mandat, ce sera simplement de faire le jeu et d'accepter clairement les desiderata voilà, de la France et puis bon, des autres pays qui ont décidé de se mettre dans dans ce projet dévastateur des pays de l'AES. Donc ça, je vais revenir là-dessus. Mais je voulais ouvrir cette parenthèse-là par rapport à... excusez, je vais revenir là-dessus. Mais je voulais parler un peu de une petite parenthèse. Hein. Je vais parler de certains jeunes communicants, si je peux dire ainsi, hein, je ne sais même pas comment les appeler, qui finalement ont fini d'exaspérer ou de faire désespérer beaucoup de personnes qui plaçaient en eux quand même un certain espoir quant à la relève voilà, de cette classe politique vieillissante, de cette classe politique corrompue. On avait tout fait de penser que certains jeunes, en tout cas, qui avaient décidé de s'essayer à la politique ou qui avaient décidé d'arborer une certaine forme de combat, avaient fini par comprendre véritablement les enjeux. Mais il y a beaucoup de déceptions. Voilà. Vous savez, ce que nous faisons, c'est d'abord du bénévolat. Je veux dire que personne ne nous y contraint ou ce n'est pas sur un ordre. C'est mu par une cause que nous estimons juste, que nous avons décidé de sauter dans l'arène pour essayer d'apporter notre pierre à l'édifice concernant le combat que nous menons pour la Côte d'Ivoire. Donc, normalement, on le fait beaucoup plus par conviction. Et comme on a un référent dans ce que nous avons décidé de faire, notre référent, c'est le président Laurent Gbagbo, on s'identifie à lui. Voilà, pour dire, je suis contre ce qui se passe en Côte d'Ivoire, mais il y a un devancier. Et c'est lui-là même qui me donne encore plus de croire que la cause ou alors la lutte que nous menons est une lutte qui non seulement vaut la peine, mais surtout, c'est une façon pour moi de contribuer à l'émancipation de mon pays, mais surtout à aider mon pays à se dégager de cette emprise occidentale. Donc, je veux dire, je ne suis pas là parce que j'y ai été convié. Je ne suis pas là parce qu'on m'a demandé d'être là. C'est d'abord sur la base du simple bénévolat. Maintenant, c'est quoi le truc? C'est que, en fonction de ce que je peux observer sur la scène politique, j'émets des analyses. Mais mon credo, c'est vraiment de défendre les acquis ou le combat du parti politique que je soutiens ou du leader en qui je me reconnais. C'est simple. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? L'actualité ou alors les agissements ou les actes que va poser mon leader ou le parti politique peut ne pas forcément
rencontrer mon assentiment. Donc, je peux ne pas être d'accord avec. Mais quand c'est comme ça, il y a une façon de se faire entendre. Et puis, la situation en Côte d'Ivoire, là, elle est assez limpide pour qu'on sache qui est le mauvais et puis qui est le bon. Je vais revenir sur un fait qui est très important. Depuis que Alassane Ouattara est venu à la tête de la Côte d'Ivoire, vous êtes tous au courant d'un fait. Il y a un viol perpétuel de nos lois. La loi n'a jamais été respectée sur Alassane Ouattara. Les droits humains ont toujours été foulés aux pieds. On ne respecte même pas les droits les plus élémentaires que la Constitution confère aux citoyens. Ça veut dire quoi? Si l'État estime que vous êtes rendu coupable d'un délit ou alors vous avez fait entorse à la loi, il y a une procédure à la matière. On peut vous convoquer, on peut vous demander de venir avec votre conseil. En tout cas, il y a une procédure qui est claire en la matière. Mais qu'est-ce que nous avons constaté en Côte d'Ivoire? En Côte d'Ivoire, il y a des personnes non identifiées qui, en plus de ne pas pouvoir se faire identifier, portent des cagoules et débarquent à des heures indues. Alors que selon notre réglementation en la matière, il y a des heures auxquelles on ne peut plus interpeller un individu. Mais c'est à des heures très tardives où ces personnes qui sont enlevées se retrouvent dans un sommeil profond avec leur famille. C'est à ces heures indues-là que ces encagoulés, que dis-je, ces escadrons de la mort débarquent impunément chez des familles tranquilles. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils ne se contentent pas, je veux dire, d'interpeller le mythe en cause. Qu'est-ce qu'ils font? Il y a d'abord une violence inouïe qui est exercée sur le mythe en cause, mais bien plus sur les membres de sa famille. Et tout le monde passe au fil de cette violence-là. Donc, les enfants, la maman, tout ça. Je n'invente rien. Ce sont des faits qui sont connus. Je vais prendre, par exemple, le cas de Kala Kolebi. Je vais prendre, par exemple, le cas du lieutenant Bawa. Et tout dernièrement, le cas du frère Ziggy. Et c'est de celui-là dont il va être question en général. Ziggy, il a été enlevé. Vous avez vu les traces de ce qui s'est passé. Il a même subi un vol. Il a été séquestré en quelque sorte. À telle enseigne que pendant des jours, on était inquiet, ne sachant même pas où il est. Parce qu'on ne savait pas non seulement qu'il l'avait enlevé, et surtout où est-ce que ceux qui l'avaient enlevé l'avaient emmené. Ok? Après, on a su que c'est le pouvoir en place par la voix, je crois, du procureur de la République qui a dit qu'il s'était rendu coupable. Je ne sais même pas de quoi déjà. Ok? D'accord. Donc, Ziggy se retrouve en prison. Maintenant, ceux qui disent, qui s'en prennent au président Laurent Gbagbo, c'est-à-dire, même s'ils ne le font pas directement, mais le fait de dire, Nadi Gbagbo, où est Ziggy? Vous laissez Ziggy. C'est-à-dire, le fait de tourner le regard sur le PPACI, sur la femme du président Laurent Gbagbo et sur le président Laurent Gbagbo, lui-même de façon indirecte, ça laisse sous-entendre que si Ziggy a été arrêté et s'est fait jeter en prison, c'est de la faute du président Laurent Gbagbo. C'est ce que ça veut dire. C'est comme si tous ceux qui décident de suivre Laurent Gbagbo et qui se font emprisonner ou tuer, c'est de la faute du président Laurent Gbagbo. Je pense que ce n'est pas le raisonnement à avoir qui est là. Parce que si on se décide d'être un analyste politique, parce que publiquement on s'exprime, publiquement on s'assoit, et puis on fait une analyse de certaines situations, ça veut dire qu'on veut que beaucoup plus de personnes entendent ce qu'on a à dire. Donc, de ce fait-là, partant de ce fait, il faut faire très attention. Il faut déjà soigner ce qu'on va dire. Voilà. Il ne faut pas réagir sous le coup de l'émotion. Il ne faut pas réagir parce que, bon, on a quand même une certaine audience. Et voilà, on peut se permettre de dire tout et n'importe quoi. Il faut faire attention. La situation en Côte d'Ivoire est assez claire. Si on ne peut pas condamner clairement les dérives qui se passent sous nos yeux, je pense qu'il n'y a pas lieu de parler. Parce que quand tu interpelles la femme du président Laurent Gbagbo dans le cas de Ziggy, c'est dans quel but? C'est pour qu'elle fasse quoi? En fait, tu la tiens responsable de quoi exactement? Et suite à cela, vous invectivez le parti du président Laurent Gbagbo. Non, le parti du président Laurent Gbagbo, c'est un parti qui est victime de la dictature de Alassane Ouattara.
vous voyez que tous les hauts dirigeants ou les hauts cadres de ce parti-là sont pratiquement en prison. Et même certains responsables qui agissent à un degré moindre sont aussi arrêtés. Donc, je veux dire, le président Laurent Gbagbo, le PPACI, mais sont également une victime du système voilà, de Alassane Ouattara. Donc, je ne trouve pas fondé de tourner les regards vers le président Laurent Gbagbo, surtout d'interpeller son épouse d'une façon, je dirais, très impolie, d'une façon déplacée même, je dirais, et faire croire qu'en fait, tous les arrêtés ou alors tous les emprisonnés sont des laissés pour compte. Parce que s'ils ont été arrêtés, c'est de la faute du président Laurent Gbagbo. Agir comme ça, moi je dis que c'est être un peu lâche. Agir comme ça, c'est méconnaître la situation que traverse la Côte d'Ivoire, mais surtout, ça veut dire que intellectuellement, vous êtes un peu limité. Ou alors politiquement, vous n'y connaissez pas grand-chose. Voilà. Moi, je ne vais pas forcément tirer sur ceux qui le font. Je veux simplement rappeler que le combat là, personne n'y a été invité. Chacun s'y est invité de lui-même. Donc, si à un moment donné, tu penses que tu en as pour ton compte, ou si tu estimes que la lutte que tu mènes n'aboutira pas, ou alors ceux que tu croyais pouvoir faire aboutir la lutte ne pourront pas être à même de faire aboutir cette lutte-là, comme on le dit en ivoirien, en français ivoirien, si tu es fatigué, il faut job. Mais vous ne pouvez pas retourner le couteau contre ceux-là pour qui vous vous érigez en défenseur. Non, c'est... Je dis vous-même, ce n'est pas à votre honneur. Et puis, regardez un peu les réactions vis-à-vis de ce que vous êtes en train de faire. Ça vous rabaisse. Parce que vous agissez comme si la situation en Côte d'Ivoire n'allait jamais changer. Non, il faut être beaucoup plus fort que ça. Voilà. Il ne faut pas toujours se rester collé sur ce qu'on voit. Il faut faire ce qu'on appelle des projections. C'est pour ça que faire des analyses en politique demande nécessairement un certain niveau. C'est très important. Sinon, ça va aller dans un peu tous les sens. Voilà. Parce que ce dans quoi nous sommes là, ça ne se limite pas qu'à Ouattara, ça ne se limite pas que à son frère qui est le président de la Côte d'Ivoire, ça ne se limite pas qu'à cette forme de dictature à laquelle nous sommes soumis. Non, ça va bien au-delà. Et quand tu regardes les événements qui s'enchaînent et qui se succèdent, et que tu essaies de faire une corrélation avec ce qui se passe en Côte d'Ivoire, je pense que tu peux te dire clairement, sans te tromper, que il n'y en a pas vraiment pour longtemps pour le pouvoir d'Alassane Ouattara. Donc il faut rester vraiment focus. Voilà. Ça ne sert à rien de s'agiter inutilement en plus, de jeter le discrédit ou l'opprobre sur le président Laurent Gbagbo, ou encore moins sur son épouse. Moi, je ne rentre pas dans certains détails. Je suis mu par un combat qui pour moi est noble et j'essaie de faire mon possible et mon nécessaire pour rester collé le plus proche possible de ce combat-là. Voilà, donc je regarde le président Laurent Gbagbo qui pour moi n'a pas faibli, n'a pas signé sa reddition, encore moins n'a pas vendu la lutte. D'ailleurs, c'est le seul qui se tient droit pour toujours donner de la voix quant à ce maudit 4e mandat qui va bien évidemment entraîner la Côte d'Ivoire dans un tourbillon qui, moi, de ce que je vois là, n'est pas du tout quelque chose de bon à souhaiter. Voilà, donc il faut continuer, il faut pas désespérer de la situation. Il y a beaucoup d'entre nous qui ont décidé, des frères ivoiriens qui ont décidé, bon, d'abandonner, de se dire que on a essayé d'empêcher le 4e mandat. Bon, je pense que finalement, ils ont été plus forts que nous. Alors, ce qu'on a à faire, bon, c'est d'aller, voilà, rentrer dans la République. Voilà, c'est de laisser tomber, oublier ce qui s'est passé, faire comme si de rien n'avait eu lieu. Et puis, bon, on marche dans la République. Non, ceux qui le font, je pense qu'ils auront aussi une responsabilité à laquelle ils vont répondre, bien évidemment. Parce que ce n'est pas parce que je décide de ne pas dire non au 4e mandat. Ça fait, je veux dire, on veut faire croire que rester toujours dans la posture, je ne dirais pas de défiance, mais dans la posture de combat pour dire on est constamment et perpétuellement contre ce qui est en train de se passer, donc contre le 4e mandat, on veut faire croire que ça fait de nous des parias, ça fait de nous, je veux dire, des gens qui finalement ne vont pas comprendre que tout est fini. Nous, on sait que le combat, c'est une course de fond. C'est vraiment une course de fond. Laurent Gbagbo, pendant plus de 30 ans,
s'il s'agissait d'abandonner, je pense qu'il l'aurait fait dès la première ou la deuxième année. Tant il a été, il a été vraiment, je sais pas, mais ballotté d'une façon, mais voilà, inconsidérée. Donc, il ne s'agit pas de regarder qui est plus fort, qui est plus faible. Il s'agit de créer au moins le rapport des forces. Il faut niveler au moins ce rapport des forces-là. Il faut au moins pouvoir peser dans la balance pour dire non. Il y a des Ivoiriens qui ne sont tout de même pas d'accord avec ce que vous êtes en train de faire. C'est ça qui est important. Sinon, si c'est pour rentrer dans les rangs, pour in fine venir se coltiner Ouattara, hein, jouer les citoyens sages, hein, en accompagnant le 4e mandat, je pense qu'il n'aurait jamais dû, fallait jamais commencer une lutte. Il fallait jamais dire non, je suis pas d'accord avec ça. Parce que nous savons très bien que la situation, si elle demeure ainsi, on n'aura jamais des acquis démocratiques. Voilà, donc nous disons la chose suivante. Même si nous restons une dizaine, ce qu'il y a lieu de faire, il faut qu'on dise qu'il y a des hommes qui n'ont pas baissé le phoque. Il faut qu'on dise qu'il y a des Ivoiriens qui n'ont jamais décidé de suivre, d'accompagner la masse pour faire plaisir à Ouattara. C'est une posture d'insoumission. Le 4e mandat, là, c'est une façon de nous soumettre. De nous soumettre à quoi? Au desiderata de la France et de ses collabos. C'est tout. Vous savez très bien ce dans quoi nous sommes. Quand Ouattara peut se permettre d'enfermer 1000 personnes en pratiquement une journée et qu'aucune voix ne s'élève à l'international, c'est parce que, bon, vous le savez, ils ont décidé de l'accompagner, ils ont décidé d'être là. Je veux dire, ils sont complices de cela. Voilà. Donc, nous, on ne peut pas faire comme si de rien n'était. Dernièrement, il y a le président exécutif, je crois, du PDCI qui a été convoqué. Bon, moi, je ne peux pas me réjouir quand il y a une injustice. C'est pas possible. Voilà, je ne peux pas me réjouir. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que personne n'est à l'abri. Le jour que Ouattara Téné s'élève, il est fâché, il estime que quelqu'un en fait un peu trop, tout de suite, la justice a actionné, on vous viole tous vos droits les plus élémentaires, et puis on fait de vous ce qu'on veut. C'est ça qu'on ne veut plus. Ça veut dire qu'on ne vit plus en fait. Ou bien on vit, mais sous une forme de peur, sous une forme de contrainte qui nous empêche de mener des actions les plus normales. C'est-à-dire, parce que nous sommes dans une république. On n'est pas dans un royaume. C'est dans le royaume, on dit non, le droit de vie et de mort appartient au roi. Mais tel qu'on voit l'agissement de Ouattara, c'est ce qu'il est en train de faire. Donc quand moi j'ai vu le responsable PCI se faire trimballer devant la... J'ai dit, mais ce gars-là, moi je n'ai jamais entendu son nom quelque part. Je crois que c'est un ancien ministre. Bon, il prend ses postures, bon, selon l'actualité, selon ce que son parti lui demande de faire, ça s'arrête là. Mais ils l'ont convoqué quand même. En fait, c'est ce qu'on appelle la manœuvre de l'intimidation. Peut-être quand lui, il voit des velléités, je sais pas, peut-être de s'affirmer ou quoi que ce soit, mais toujours est-il que ça nous montre ce que sera le 4e mandat. Donc, ce n'est même pas parce que au final, on va se ranger dans les rangs, on va décider de faire en griffe la politique autrement, que on sera absous. Hein, Ouattara va nous absoudre de tous les péchés. Ouattara va nous mettre de côté pour dire non, comme ceux-là, ils ont décidé, voilà, de se calmer, d'être dans une... ils ont décidé de non, ils s'en foutent de ça, ils ne cherchent même pas ça. Parce qu'il n'a pas besoin de vous, ou il n'a pas eu besoin de vous, pour faire son viol constitutionnel, pour faire son coup d'État. Vous ne lui avez été d'aucun apport. Donc, que vous soyez avec lui ou pas, lui, il vous voit toujours comme celui-là, ou comme ceux-là qui se sont dressés contre son projet de garder la Côte d'Ivoire sous son escarcelle. C'est ça, en fait. Donc, ça ne nous sauve pas. Le fait de dire non, on laisse tout passer derrière là. Au contraire, c'est une façon de dire à Ouattara, tu as gagné. Fais de nous ce que tu veux. Et puis, c'est fini, on ne peut plus parler. J'ai écouté aussi l'un des responsables d'un parti politique parler. J'ai eu un peu de peine. Parce que je le sais très virevoltant, je le sais très critique. Je sais que c'est quelqu'un qui n'a pas la langue dans sa poche. Mais quand je l'ai entendu parler, j'ai vu que l'effet de la prison l'a eu. Voilà, c'est-à-dire que c'est des gens qui vont être là, mais sans être là. C'est fini. On a tué quelque chose en eux. Et ça, ce n'est pas fait de nous des hommes dignes. En fait, c'est une façon de nous déshumaniser. Quelqu'un qui ne peut pas dire ce qu'il pense là, ce n'est plus un être humain. Parce que c'est les animaux. Tu frappes, tu le frappes même
il a mal, mais il ne peut pas parler. Est-ce que si ton chat, il est fâché contre toi, il peut te dire? Il ne peut pas te dire, il ne peut pas exprimer. Et c'est à cet état-là qu'on veut nous rendre. On veut nous rendre à l'état animal, où on ne peut rien dire. Tout ce qu'on doit faire, c'est de subir comme des bœufs en train de traîner une charrue. Il traîne la charrue, le bœuf, il ne peut rien faire d'autre. Il traîne seulement le chicote, il fait. Voici l'état dans lequel Ouattara veut mettre les Ivoiriens. Il faut s'y opposer. Il faut s'y opposer. Mourir dans la dignité, là. C'est mieux que se faire esclavagiser. C'est mieux que se faire déshumaniser. C'est ça, en définitive. Qu'est-ce que vous espérez de bon en collaborant avec Ouattara? Qu'est-ce qu'on espère de bon? On ne peut pas faire le jeu démocratique avec lui. Il est réfractaire à cela parce qu'il ne croit pas en la démocratie, parce que ce n'est pas la démocratie qui a fait de lui ce qu'il est. C'est la force qui a fait de lui ce qu'il est. C'est la force qui a fait de lui ce qu'il est. Clairement. Ce n'est pas une certaine élection, il s'en fout. Voilà. Parce que il aurait été convaincu qu'il a gagné les élections, on aurait procédé par une action démocratique, qui était laquelle? Simplement de faire le recomptage des voix, ou alors de reprendre les élections dans les contrôles dans les régions où il y a eu des contestations. Simplement. On n'aurait pas suscité une bande de rebelles venus du Nord, on n'aurait pas, pour les faire descendre sur Abidjan, on n'aurait pas activé l'ONU, on n'aurait pas mis en branle les Comores, la CEDEAO et tout, parce qu'il est convaincu que la démocratie de lui n'aidera pas. Si c'était un démocrate là, il n'allait pas organiser coup d'État en Côte d'Ivoire. Il allait attendre patiemment que les élections arrivent pour venir faire campagne et puis voilà, aller jouer le jeu électoral. Donc, ce n'est pas un démocrate. C'est ce qu'on vous dit. Ce n'est pas parce que on va baisser la tête que ça va l'adoucir et puis il va essayer de se ranger du non, c'est pas possible. Parce qu'il est réfractaire à cela. Voilà, donc c'est pour ça qu'en face de la tyrannie, il faut opposer une résistance ferme. Il faut adopter une posture de combat. La posture de combat n'est pas nécessairement aller prendre les armes tirées partout. N'est pas nécessairement, je ne sais pas moi, attaquer ou quoi que ce soit. La posture du combat, c'est affirmer sa négation vis-à-vis de ce qui se passe. C'est refuser de dire oui. C'est refuser de se soumettre, c'est tout. C'est tout ce qu'on demande. Quand on est faim, qu'on ne nous donne pas à manger, qu'on ne nous finance pas, c'est pas grave. C'est quoi le financement des partis politiques devant la souffrance des Ivoiriens? C'est quoi? C'est quoi la carrière personnelle de certains hommes politiques devant ce que les Ivoiriens endurent? Assainissons d'abord le climat politique. Battons-nous pour remettre la Côte d'Ivoire sous les fonds baptismaux. Créons d'abord des conditions et douanes pour que la République puisse fonctionner selon les règles établies. Et puis maintenant, on peut se confronter quand tout est clair, quand tout est assaini. C'est ça en fait. Mais il n'y a pas tout ça que déjà on veut prendre Ouattara pour un démocrate. C'est zéro pointé. Et il nous l'a montré. Il nous l'a montré comment? Vous avez vu vous-même, hein? Il y a un vice-premier ministre. Mais vous savez très bien que c'est votre président de la République qui est là comme ça. Un président de la République qui, pour moi, un président de la République qui, pour moi, va finir de parachever ce qui a été commencé par Ouattara. Un vice-premier ministre répond à quel besoin? De vous à moi. Non, le nommer premier ministre comme ça ouvertement serait un peu trop flagrant. Donc il fallait quand même maquiller ça, lui donner le poste de vice-premier ministre pour dire qu'en la vérité, il est juste là pour aider le premier ministre dans sa tâche. Mais je ne crois pas. Vous savez très bien que c'est lui, le président de la République. Il a maintenant l'effectivité du pouvoir. Parce que vous savez que le grand Manitou de l'action gouvernementale demeure le Premier ministre. C'est lui qui gère les affaires courantes de l'État. Tout ce que fait le président, c'est de recevoir les comptes rendus du Premier ministre. Sinon, celui qui gère, qui coordonne, qui régule tout, celui qui fait office de président bis, mais c'est le Premier ministre. Vous êtes sûr que Bégue Mambé peut donner ordre à Birahim Matene? Birahim Matene, il est ministre comme ses camarades, mais regardez comment les gars le saluent. Hein? Regardez comment le gars le salue. Regardez comment ses collègues ministres, regardez comment c'est pratiquement une genuflexion.
J'ai l'impression qu'ils sont en train de parler même, ou alors qu'ils ont... Alors que c'est un collègue, hein. Mais regardez avec quelle déférence les gars, hein, le salut et tout ça. Donc vous avez fini de comprendre qu'en leur sein, dans le plan de succession de la Côte d'Ivoire, les gens ont prévu, Ouattara a prévu mettre, comment il s'appelle, Birahim Atene. Ça a été validé par la France. Parce que juste avant la mise en place de ce gouvernement-là, ben, il s'est envolé à Paris. Voilà, pour dire, tout ce que nous voulons, c'est qu'on ait quelqu'un qui sera pire qu'une marionnette. C'est-à-dire que tellement il sera facile à manipuler, on pourra faire tout ce qu'on veut. Donc ça, j'en ai suffisamment débattu là-dessus. On en a parlé, vous savez, mon point de vue là-dessus. Il y a une actualité qui est très brûlante en ce moment. Donc je pars maintenant sur le volet international, mais on va rester dans le plan sous-régional. Il y a un proverbe. Très loin l'idée de me faire passer pour un papa des proverbes. Moi, je ne suis pas le père des proverbes. Moi, je m'essaye à donner des analyses et surtout, je suis un militant. Moi, je ne suis pas un chef des proverbes. Mais n'empêche que je peux utiliser quelques proverbes pour illustrer ma pensée. Donc, je vous en prie, faites l'effort de me départir de qui vous savez. Le pire fils de Laurent Gbagbo. Je n'ai pas dit le pur fils, hein. J'ai dit le pire fils de Laurent Gbagbo qui continue. C'était juste pour... On dit c'est ton couteau que tu as utilisé là. C'est ça qui te coupe, n'est-ce pas? Je ne sais pas si je dis ça bien. Hein. Le couteau que tu as utilisé là, c'est ce couteau-là qui se retourne contre toi. C'est ça, hein? L'AES là, Mali, Burkina, Niger un peu, on sait leur rôle dans la chute du président Laurent Gbagbo. On sait ce qu'ils ont fait. Vrai ou faux? On sait ce qu'a représenté le Burkina dans la chute du président Laurent Gbagbo, dans la crise qu'il y a eu en Côte d'Ivoire, le Mali et tout ceci. On sait que ce sont des pays qui ont aidé Alassane Ouattara dans sa conquête de prise de pouvoir. Tout le monde le sait. On sait que c'était des pays qui véritablement avaient soutenu ouvertement Alassane Ouattara. Et ils ont travaillé à affaiblir gravement le pouvoir du président Laurent Gbagbo. Ils ont même donné des combattants. En tout cas, ils ont contribué même à faire réussir le projet de la chute de Laurent Gbagbo et surtout à aider Ouattara à pouvoir prendre le pouvoir en Côte d'Ivoire. Tout le monde le sait. Qu'est-ce qui se passe maintenant? La situation politique ayant changé, les acteurs politiques aussi, même le Togo, merci, les acteurs politiques ayant changé, vu que l'actualité politique est très dynamique, les choses évoluant, il y a eu une reconfiguration de tout ce jeu politique-là. Donc, ceux qui hier étaient les supporters, étaient ceux-là qui prêtaient main forte à Alassane Ouattara, ceux qui hier ont donné poitrine, ventre, dos et tibia pour Ouattara, aujourd'hui sont ceux-là qui sont prêts à en découdre avec lui à telle enseigne que la guerre entre griffes, hein, une sorte de guerre froide, entre nous et ces pays-là est pratiquement actée. C'est pour ça que je dis le couteau dont tu t'es servi hier, là, c'est le même couteau-là qui a tes FIFA. On est tous conscients des accusations prouvées du gouvernement burkinabé envers les agissements de l'État ivoirien. Ce n'est pas caché. À chaque fois qu'ils indexent la Côte d'Ivoire comme étant une base arrière de déstabilisation du Burkina, ils ne le disent pas uniquement que par la parole. Ils y ajoutent des preuves. Comme pour dire, nous ne sommes pas en train d'accuser un État sans preuve ou de façon
aléatoire. Non, nous le faisons sur la base de certains faits et sur la base de plusieurs preuves. Tout ça a fini par fragiliser ces relations-là entre la Côte d'Ivoire et le Burkina. Mais pas que le Burkina, puisque le Burkina est désormais une confédération. Donc ça veut dire que la Côte d'Ivoire, en essayant de déstabiliser le Burkina, s'en prend en fait à la confédération, à l'AES. Parce que si tu impactes un des pays de l'AES, la confédération vole en éclats. Donc le projet que tend la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire à déstabiliser le Burkina, en fait revient à déstabiliser mais toute la confédération. Vous comprenez? Donc de ce fait, la Côte d'Ivoire n'est plus simplement ennemie du Burkina, mais plus du Mali et du Niger. Mais la question que moi je me posais, c'est que les pays de l'AES sont conscients d'un fait. Ils ont un voisin qui sert de base arrière pour déstabiliser leur projet, pour déstabiliser cette confédération-là. Surtout ce voisin-là est un pays frontalier. Ils sont conscients que le succès du projet qu'ils ont entamé passe nécessairement par une forme de pacifisme entre eux et ce pays réfractaire-là. Mais ils ne peuvent pas le faire par la voie diplomatique ou par la voie négociée. Ça n'existe pas. Parce que la Côte d'Ivoire joue le jeu, comme vous le savez tous. La Côte d'Ivoire sous-traite, merci l'AFMAND, la Côte d'Ivoire sous-traite une guerre qui n'est pas la sienne. Donc la Côte d'Ivoire ne peut pas travailler à adoucir ou à aplanir ses différends avec ses pays voisins. Non, jamais ça n'arrivera. En tout cas, soit Alassane Ouattara. Il n'y avait uniquement que le président, merci l'AFMAND, merci, il n'y avait uniquement que le président IB qui indexait publiquement et ouvertement Alassane Ouattara, n'est-ce pas? On pensait que, bon, il était dans une forme de lubie ou alors, bon, il était un peu omnibulé ou c'était une forme de paranoïa. Non, il était très lucide. À chaque fois qu'il y avait des situations de déstabilisation dans son pays et qu'il arrivait à déjouer cette situation-là, clairement, il disait que celui qui est tapis dans l'ombre s'appelle Alassane Ouattara. Il y a eu un événement fort préoccupant en Côte d'Ivoire, plus précisément à la frontière. La Côte d'Ivoire a décidé de mettre pied sur le territoire burkinabé, prétextant que ce territoire-là nous appartient. Alors que les tracés sont actés entre les deux pays. Comprenez très bien ce qui est en train de se passer. Il y a un grand projet en juin dans les pays de l'AES. Vous avez assisté à l'inauguration de la banque d'investissement. Vous savez très bien que l'AES s'apprête à faire l'impensable pour les Occidentaux. Vous savez très bien ce que l'AES s'apprête à faire. L'AES a compris une chose, sinon deux. Pour protéger une économie forte, il faut une armée forte. Donc avant de faire prévaloir leur émancipation économique ou leur souveraineté économique, ils ont travaillé à se renforcer militairement. Regardez les États-Unis. Ils ont une armée forte. Les pays puissants que nous regardons aujourd'hui travaillent à faire quoi? À faire monter en puissance leur armée, parce que ces armées-là sont en fait les gardiens du développement économique de ces pays-là. Tu ne peux pas avoir une très forte économie si tu ne peux pas protéger ton économie. Donc, avant de penser à s'émanciper économiquement, ou alors avant d'arborer cette souveraineté économique-là, les pays de l'AES ont d'abord travaillé à se renforcer militairement. D'aucuns ont pensé que c'est la lutte contre le terrorisme qui les emmenait. Oui, je suis d'accord, mais ne soyons pas dupes. Les terroristes, là, ce n'est pas un pays qui attaque. Donc, il y a un armement à la matière pour pouvoir parer à toute éventualité quant aux attaques des terroristes. Mais regardez la forme d'armement que les pays de l'AES ont eu à avoir. Je ne sais pas si vous vous rappelez, je ne sais pas si vous voyez. C'est pas de l'armement. Ils se sont tellement armés que le Mali a dépassé la Côte d'Ivoire qui croit être super armé. Parce que la Côte d'Ivoire pense que
Nous, on pense qu'on est armé mais de malades. Mais le Mali est venu nous fourrer. Ce n'est pas une course, une frénésie à l'armement. Hein. Non. Hein. Le Mali, l'AES sait que le projet qui vient là, s'il n'arrive pas à protéger ce projet-là, ça ne sert à rien. Tu ne peux être économiquement, tu ne peux être politiquement libre que si tu as les moyens de ta politique. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Bon, je ne sais pas si mes modos sont là. Il y a des bâtards qui racontent n'importe quoi là. C'est bloquez-les. Tu ne peux pas. Il faut avoir les moyens de ta politique. Vous comprenez? Donc, l'AES a décidé de travailler intelligemment. Donc, quand les gens les ont vus s'armer, ils ont dit, oh, c'est pour lutter contre les terroristes. Jamais de la vie. Le type d'armement qu'ils ont là, terroristes seulement? Non, pas du tout. Pas du tout. Regardez par exemple, quand Kadhafi a eu cette velléité-là d'aider les Africains à se départir, à se détacher économiquement du système monétaire mondial, en s'appuyant nous-mêmes sur nos propres ressources, en finançant nous-mêmes nos propres économies, c'est tout le monde entier qui est venu le bombarder. Donc, quand on parle de monnaie, il ne faut pas jouer avec. Parce que la monnaie, la souveraineté monétaire, c'est la véritable indépendance. Ah oui. C'est la véritable indépendance. Donc, tous ceux qui ont des velléités d'émancipation monétaire, sachez que vous soulevez les plus gros démons. Parce que ce qui donne la force, la priorité à ces pays riches-là, de toujours continuer leur emprise, de toujours profiter de ces pays-là, c'est que économiquement, vous êtes faible. Donc, ils peuvent faire une sorte d'échange. C'est pour ça qu'on parlait de coopération nord-sud. En fait, on pense vous aider, mais en contrepartie, on vous arrache tout. Mais ce qui fait qu'on vous apporte de l'aide, c'est votre pauvreté. Mais si tu arrives à te sortir de la pauvreté, à quel moment tu as besoin d'aide? Et dans ce cas, ce que tu prenais pour alimenter ces pays-là, mais tu vas arrêter de le leur donner. Parce que économiquement, tu es stable. Donc, c'est très dangereux pour les pays occidentaux de voir les pays dits du Sud de s'affranchir économiquement. C'est très dangereux. Je pense que c'est le point rouge à ne pas franchir. Kadhafi nous a montré cela. Pour dire qu'ils sont conscients que pour cette souveraineté économique, parce qu'ils ont déjà acquis la souveraineté politique, il ne faut pas s'arrêter là, ça ne suffit pas. Il faut aussi cette autre forme de souveraineté-là. Mais pour ce faire, il faut d'abord protéger cela. Donc, ils ont travaillé d'abord à s'armer. Une fois qu'ils se sont suffisamment armés, ils ont fait quoi? Avant de s'armer d'abord, ils ont contracté des partenariats gagnant-gagnant. Ensuite, la métropole qui les maintenait sous cette hégémonie-là a été éjectée parce que désormais, ils se sont affirmés politiquement parlant. Une fois que c'est fait, on a la latitude non seulement de lutter comme on veut contre les terroristes, donc on ne le fera plus sous injonction ou alors sous tutelle d'une quelconque puissance. Nous-mêmes, en connaissance de cause, on pourra mener notre politique de lutte contre le terrorisme qui va donner des résultats probants. Et ce sont ces résultats-là que nous verrons sur le terrain. Ils ont recouvré entièrement, pour la plupart d'entre eux, presque la quasi-totalité de leur territoire, ce qui était chose impensable et qui n'était même pas vu. On a vu Kidal qui a été récupéré. Jamais on n'aurait pensé que Kidal allait tomber. Mais ça l'a été. Pourquoi? Parce que ils sont eux-mêmes les maîtres d'œuvre de la lutte contre le terrorisme. Parce qu'ils se sont affranchis de l'ancienne métropole. Donc, politiquement, ils peuvent décider de la forme de lutte qu'ils veulent eux-mêmes engager vis-à-vis du terrorisme. Ils ont réussi ce pari-là. OK? Maintenant, la chose, c'est laquelle? Tu ne peux pas simplement t'affranchir politiquement si économiquement, tu es encore tenu en laisse. Nous sommes encore tenus en laisse par une monnaie que vous savez. Donc, l'AES, là, ils ont mis bras sur des ressources infinies. Ne vous amusez pas. Je vais vous expliquer pourquoi la Côte d'Ivoire est allée planter le drapeau là.
Je ne sais pas si je dois le dire. Hein. Quelqu'un m'a dit de ne pas trop aller en profondeur parce que c'est des sujets trop sensibles. Mais bon, mon cher, si l'inspiration me prend, il a dit, m'en fous. Mais j'ai fait attention quand même. Laissons ce pourquoi la Côte d'Ivoire allait planter le drapeau au Burkina. Mais vous allez comprendre pourquoi. Au Niger, il dit quoi? On parle de Thiam. Amisha, tu fais comme si Jean parlait de Thiam là. Jean, on a trop peur de ça. Il y a l'actualité quand même. Voilà. Mais je vais revenir parce que j'ai vu, je vais revenir sur lui. Hein, je vais ouvrir une petite parenthèse vers la fin du panel. Voilà, j'ai vu un truc là. Non, vous pleurez dans nos inbox. Non, c'est la famille. Tu sais que il n'y a pas d'animosité. Hein, voilà. C'est de bonne guerre et tout et tout. Non, continuons. Au Niger, là, tout le monde sait ce qui se passe, le problème de l'uranium. Bon, tout le monde sait, ok? Il y a eu des attaques, vous savez, le stock qui était, comment dirais-je, à l'aéroport. Vous savez ce que constituait ce stock-là. Vous avez vu la sortie des Français concernant ça. Vous savez, je ne vais pas rentrer dans les détails, parce que ça, je sais que tout le monde est informé. Quand le général Tiani sort, là, il va dire des choses très fortes. La Côte d'Ivoire, avant que le général Tiani se prononce, vous le savez, c'est quelqu'un qui est très avare en mots. C'est quelqu'un qui, en tout cas, se prononce très rarement. Ou alors, quand il le fait avec une certaine forme de diplomatie. Il est plus, un peu, je dirais, réservé que le président du Burkina. Le président du Mali, c'est pareil. Il ne parle pas beaucoup, mais bon, je dis, même quand ils s'expriment, ils ont quand même ce vocabulaire un peu arrangé. Quand je dis arrangé, je veux dire, ils ne vont pas frontalement, ils ne disent pas les choses de façon crue. En juin, il y a un grand événement pour les pays de l'AES, pour la Confédération, vous le savez. Vous savez, non? Ce qu'ils sont en train de faire, non? Non, vous ne savez pas. Il y a un grand événement qui va avoir lieu. Tout à l'heure, je vous ai parlé de monnaie, affaire de monnaie. Donc, comprenez ce que ça veut dire. Il y a deux raisons. La première raison, même si nous n'arrivons pas à venir à bout de ces pays-là, mais il faut faire quoi? Il faut créer le chaos. Frère, quand Laurent Gbagbo est venu au pouvoir, là, il avait un projet de société, non? Il avait un programme de gouvernement. Il entendait dérouler son projet de société. Il avait les hommes pour. Il savait plus ou moins ce qu'il voulait faire. Parce qu'il avait pris le temps d'écrire ce projet-là. Mais quand il a accédé au pouvoir, est-ce qu'il a pu réaliser ne serait-ce qu'un pan de son projet de société véritablement? Dès qu'il a commencé, vous savez ce qui est arrivé. Il y a eu un désordre, il y a eu un chaos. On lui a imposé cela. Et quand on t'impose le désordre ou le chaos, tu n'as plus... C'est-à-dire, toutes tes priorités passent en arrière-plan. Parce qu'il faut parer au plus urgent. Il faut parer au plus pressé. Donc, tu vas relayer au second plan tes projets de développement et tout ça. Parce qu'il y a une situation préoccupante à laquelle tu te retrouves confronté. Donc, créer le chaos, créer des situations d'instabilité va empêcher l'AES de dérouler son projet, le plus grand des projets. C'est-à-dire acquérir finalement cette autonomie financière-là, acquérir finalement cette souveraineté économique qui va finir de propulser l'AES sur le chemin du développement acté pour toujours. Si on ne peut pas en venir à bout de ces pays-là, on peut au moins les empêcher d'atteindre leurs objectifs. Donc, il faut créer le chaos. Ok? Mais le chaos ne se crée pas seul. Vous voyez ce qui se passe en Ukraine. C'est pratiquement l'OTAN qui mène la guerre contre la Russie, ça on le sait. Ce ne sont pas uniquement les soldats ukrainiens qui mènent la guerre. On se sert de l'Ukraine comme une sorte de base arrière ou alors comme une sorte de prétexte pour s'aimer la désolation en Russie. C'est vrai qu'ils n'ont pas pu militairement atteindre, je veux dire, leurs objectifs comme ils le voulaient, mais par le fait que
la Russie soit rentrée en guerre contre soi-disant l'Ukraine. On sait tous que ce n'est pas uniquement l'Ukraine. Ils ont décidé d'actionner d'autres leviers pour contraindre la Russie, en tout cas, à vivre pratiquement dans une sorte de difficulté, de précarité économique. Donc vous avez vu cette flopée de sanctions-là, consécutives à la guerre d'Ukraine. Mais ici, les sanctions, les gens s'en moquent. Vous comprenez? Parce que les gens sont maîtres de leurs richesses. La Russie est maître de ses richesses. La Russie vend son pétrole à qui elle veut. Elle commerce avec le pays de son choix. Elle est libre d'utiliser le système financier qu'elle veut pour commercer ou pour vendre son pétrole ou son gaz ou que sais-je. Donc, ces sanctions-là ne valent que dalle. Je veux dire, même si vous opposez des sanctions au pays de l'AES, ils s'en foutent, puisqu'ils sont maîtres de leur sous-sol. Le Burkina, c'est une catastrophe pas possible. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles il y a un drapeau ivoirien qui flotte sur le territoire burkinabé. Je vais vous dire aussi beaucoup de choses. Le lien entre Zida et Ouattara, qu'est-ce qui a été acté, tout ça. Mais revenons d'abord sur la pression économique ou alors les sanctions que les Occidentaux pourraient prendre contre l'AES. Ça ne va rien donner. Ça ne va pas, je veux dire, amoindrir leur montée en puissance ou les affaiblir outre mesure. C'est pour ça que les États-Unis ont voulu intimider clairement l'AES. Parce que vous avez vu le bombardement sur le territoire nigérian contre soi-disant des terroristes. Et à la suite de ce bombardement-là, le président américain a dit clairement que ça ne va pas s'arrêter là parce que il faut poursuivre les terroristes partout où ils seront. Or, on sait que les terroristes, ils sont partout, même dans l'AES. Comme pour dire, quand la situation va devenir très tendue et qu'il va falloir qu'on puisse agir, on ne va pas se retenir, on va bombarder. Et pour donner foi à cette parole-là, ils sont passés à l'acte en utilisant des missiles intercontinentaux. Vous savez ce que c'est? Pour bombarder le territoire nigérian. Mais tout ça, c'est des messages, ou c'est un message envoyé directement à l'AES après la sortie du président Ibé qui nous avait déjà averti qu'il y aurait un hiver noir. Donc, on est pleinement dans le projet de déstabilisation de l'AES qui a atteint un autre niveau. Les gens vont vraiment se mettre en branle parce qu'il ne faut pas que le projet là puisse aboutir. Maintenant, quand Tiani sort, lui qui n'a jamais véritablement indexé la Côte d'Ivoire, et Alassane Ouattara, il s'est prononcé. Ce ne sont pas des paroles en l'air. Je tiens à vous rassurer. Ce ne sont pas des paroles en l'air. Dans l'entame de mon propos, je vous ai dit, le couteau que tu utilises là peut se retourner contre toi. C'est eux là qui ont travaillé à infiltrer le pouvoir de Laurent Gbagbo, à infiltrer la Côte d'Ivoire pour placer Ouattara. C'est eux qui ont donné leurs hommes. C'est eux qui ont mis... C'est pas de l'amusement. C'est nous. C'est sur nous que vous êtes appuyés pour être là où vous êtes. La France n'est venue qu'en appui, peut-être sur le volet diplomatique. Même si militairement, ici, elle s'y est engagée à la dernière minute. Je mets une pause de 2 secondes, tapoter un peu. C'est à 14 000 likes, c'est pas tapoter. Tapoter un peu pour qu'il continue. Et vous tapotez pas, vous me regardez parler. Pas de télé. Tapoter pour que mon live soit un peu tranquille, quoi. Parce que si ce compte-là saute, je suis bad. Donc, je vous prierai de vraiment tapoter. Voilà, et puis, on va... D'accord, merci. Merci pour le tapotage, j'apprécie. Je ne suis pas réfractaire aux cadeaux aussi. On peut envoyer les cadeaux, mon cher. Il pleut sur la mer, oui. Il pleut sur la mer. Non, envoyez les cadeaux. Non, juste pour rigoler, c'est vraiment pour rigoler. Donc, les propos du... Oh, PDC, je ne veux pas... Merci, Kevin, merci. Merci, c'est la famille, non, il y a foi. Merci. Merci, Live by Andy, merci. Donc, les propos de Tiani, là, je vous l'ai dit, c'est ton propre couteau qui était FIFA. Le couteau dont tu t'es servi pour couper viande, là.
C'est ce couteau-là qui te chose, qui te blesse. C'est nous, on vous a aidé. Avant de faire tomber Gbagbo là, c'est avec nous que vous avez collaboré. Ouattara, toi et ton frère, vous étiez aussi au Mali. Burkina, on vous a servi de base arrière. Nigeria a mené des armes. On a travaillé ensemble. On s'est géré. On a créé le mouvement. On est resté ensemble plus de 10 ans à travailler pour la chute de Laurent Gbagbo. On est au courant de tout. On a travaillé aussi avec les Français parce que c'est eux qui coordonnaient tout le mouvement. Quand il y a eu l'ONUCI ici, là, c'est Tiani qui était le chef, le général, c'est lui qui commandait l'ONUCI en Côte d'Ivoire ici. Tout était déjà pipé, tout était déjà géré. C'est nous, on a créé le mouvement pour que vous soyez là. Donc, on vous connaît. Vous voyez? Donc, où ça s'en va là? C'est le propre couteau là qui a fait mal. Les paroles de Tiani ne sont pas des paroles en l'air. Voilà. Ce ne sont pas des paroles en l'air. Vous voyez, quand l'AES ne réagit pas face aux assauts et aux attaques, c'est un message qu'ils envoient. Pour dire qu'en fait, quel que soit ce que vous allez faire comme tentative de déstabilisation, on est tellement prêt qu'on peut repousser tout ce que vous allez vous dire comme plan de déstabilisation. Sur le plan du renseignement, on est calé. Sur le plan, je ne sais pas, tout ce que vous voulez, logistique militaire et tout ça, on est calé. Donc, c'est une façon de dire que les plans de déstabilisation contre l'AES ne vont pas prospérer parce que on vous voit venir pratiquement. C'est comme si vous avancez à découvert. Maintenant, la meilleure défense, c'est laquelle? De vous à moi. La meilleure défense, là, c'est laquelle? La meilleure défense, c'est l'attaque. Vous voyez? Et le principal pays qui travaille au projet de déstabilisation de cette confédération-là, c'est qui? C'est la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous comprenez? Ils sont très conscients. Ils ont fini de faire quoi? De mettre en place leur projet pour leur autonomie financière. Donc, acter la souveraineté monétaire, c'est pratiquement achevé. Et c'est ce projet-là que les Occidentaux ne veulent pas voir prospérer. Donc, ils vont commencer à mélanger dans le coin. Mais avant que tu ne mélanges dans mon coin là-haut, moi, il fait quoi? C'est pour ça que le président Laurent Gbagbo a dit deux choses. Deux choses. Vous n'avez pas compris. Lors de son interview, excusez-moi, je vais voir combien de temps je parle. Ok, donc dans quelques minutes, je vais fermer le live. C'est pour ça que le président Laurent Gbagbo a dit deux choses. Très simples. Le quatrième mandat va être une horreur. Parce que la contrepartie du quatrième mandat, c'est d'exposer la Côte d'Ivoire à un cycle de violence, mais inimaginable. Et c'est pas si vous comprenez. Parce que la contrepartie du quatrième mandat, c'est de donner son territoire et au terreau et à tous ceux-là qui veulent travailler à la déstabilisation de l'AES. Donc tu t'ériges en ennemi frontal de ces pays de l'AES qui sont super armés. Ce n'est pas nécessairement qu'ils vont entrer en guerre contre la Côte d'Ivoire, non. Mais, tel vous employez les moyens de déstabilisation, tel ils le feront. Mais est-ce que nous savons leur capacité de nuisance? Surtout qu'ils ont un avantage. Parce que c'est eux qui vous ont fait. C'est eux qui vous ont mis là où vous êtes. C'est eux qui ont travaillé à consolider votre pouvoir. C'est eux qui se sont battus à vos côtés pendant plus de 10 ans. C'est eux qui vous ont créé les petites portes d'ouverture et tout ça. C'est eux qui ont infiltré la Côte d'Ivoire. C'est sur leurs hommes que vous êtes appelés. Donc, je veux dire, qui a l'avantage de la déstabilisation de chacun? Est-ce que ça là c'est fait pour arranger les Ivoiriens? C'est pour ça que le président Laurent Gbagbo a dit la chose suivante. Le quatrième mandat, c'est une horreur. C'est cette horreur-là que vous constatez. Et c'est parce qu'on t'a accepté de faire un quatrième mandat que tu vas travailler pour nos intérêts. Donc les intérêts ne sont pas que pécuniaires pour dire non, on va vous garantir l'exploitation de notre sous-sol. Ils s'en foutent de ça, ils l'ont déjà.
Voilà, ils ont besoin de récupérer leur ancien territoire qui était pratiquement des vaches à lait pour eux. Pour casser la Confédération, il faut briser un des pays de la Confédération. Donc, ce que la Côte d'Ivoire est en train de faire là, ce n'est même pas dangereux, mais c'est horrible. C'est terrible. C'est tout ça qui est le nom au 4e mandat. Parce qu'il n'y aurait pas eu de 4e mandat, on se serait levé ensemble. On aurait formé le bloc équipe pour empêcher cela de se produire, qu'on n'aurait pas mis la Côte d'Ivoire sur une pente aussi dangereuse. Vous savez, quand quelque chose t'a pas encore bien secoué là, tu penses que les choses sont assez simples. Tu te dis, oh, c'est là-bas ça se passe. Vous n'avez pas idée de l'enjeu, puisque le dernier projet de l'AES, si ce projet-là voit le jour, plus jamais les Occidentaux, ceux que vous connaissez, ne pourront plus revenir dans ce territoire super important qui couvre toute l'Afrique subsaharienne. Allez-y voir les études menées par, je ne dirais pas ce ministère-là, c'est un ministère très puissant, mais c'est consultable. La création d'Africom et tout ça. Pourquoi ils le font? Quelle importance revêt la Côte d'Ivoire aux yeux de tout ce qui est en train de se passer? Donc, on amène la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qu'ils ont fini de nous gérer sur le plan local, non? Maintenant, ils vont aller gérer. C'est le propre couteau que tu prends pour couper là. Pour couper là. C'est ça qui va nous couper. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est pour ça que le président du Niger a dit ça. Et il ne le dit pas parce que c'est maintenant qu'ils vont entrer dans la réaction. Ça veut dire que ce sont des choses en préparation depuis aussi longtemps. Parce qu'ils ont besoin de se protéger. Et ils ont fini de nommer, en fait, les pays qui travaillent de façon très claire et très précise pour leur déstabilisation, pour la déstabilisation de l'AES. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, la meilleure défense, c'est l'attaque. En tout cas, on peut toujours s'ériger en spectateur. On peut toujours penser que ça ne va pas arriver aussi facilement. Parce que voilà, selon vous, vous pensez avoir une armée. Moi, je ne parle pas d'une armée qui a été préparée pour faire des parades. Hein. Il y a des petites attaques qui ont eu lieu en Côte d'Ivoire. On juge la puissance d'une armée par sa capacité de réaction. On juge la puissance d'une armée par son expérience sur le terrain de la confrontation et tout ça. Une armée qui, c'est chaque 6 août, ils en prennent des engins ça et là, et puis ils font voir qu'ils sont forts. Non, c'est pas armée de choco. Hein. Les Maliens que vous voyez là, c'est pas armée de choco. Hein. L'AES Burkina, vous voyez là, c'est pas armée de choco. Hein. Est-ce que vous avez vu la réaction qu'il y a eu? Vous pensez que c'était une petite attaque qu'il y a eu au Niger. Mais est-ce que vous avez vu la réaction de l'armée nigérienne? Je ne sais pas si les gens savent dans quoi nous sommes, dans quoi Ouattara a mis la Côte d'Ivoire, juste parce que lui doit être au pouvoir. Un pouvoir qu'il a usurpé, d'ailleurs, vous le savez. Et pour continuer de nous enfermer dans cette sorte de truc-là, on nous propose son petit frère. En tout cas, je ne vais pas être long, comme je l'ai dit. En semaine, je ne parle pas plus d'1 heure. Là même, je suis à plus d'1 heure. Donc, chers frères, j'espère que vous avez suivi mon analyse concernant cette situation. Ce qui se passe à la frontière de Burkina, là, c'est voulu. C'est exprès. Et pourquoi ça se passe, c'est un peu trop profond. Donc ça, je ne vais vraiment pas peut-être parler de ça aujourd'hui. Mais sachez que ce qui vient là, c'est pas bon. C'est même pas bon du tout. Donc, ceux qui courent pour aller se jeter dans les bras de Ouattara tous les jours, là, réfléchissez à 4 à 5 fois. Je vous le dis. Réfléchissez à 1000 fois. Ce qui se passe dépasse désormais la politique purement nationale. On est dans d'autres cieux. On est sous d'autres cieux. On est dans d'autres enjeux.
le couteau dont on s'est servi va revenir couper la main qui tenait ce couteau-là. Ça, c'est clair. Alors, pour dire la chose suivante, je ne me réjouis d'aucune situation. La seule chose qui nous simule, c'est que la Côte d'Ivoire puisse retrouver son lustre d'antan, c'est que nous puissions retrouver un pays qui était un havre de paix, c'est que les Ivoiriens puissent se parler franchement et que la République puisse fonctionner en toute impartialité pour que prévalent les droits démocratiques de chacun. C'est tout ce que nous voulons. On ne cherche pas à mêler la Côte d'Ivoire à des problèmes à l'étranger et tout ça. Donc, je vais vous laisser. Je ne parle plus longtemps. Voilà, surtout en semaine. Le week-end, on pourra faire des super longs panels. Mais vous avez compris. Donc, je veux rappeler aussi à mes frères, donc comme je le disais, qui sortent un peu de façon hasardeuse. Voilà, pour dénoncer ou alors pour, je veux dire, invectiver ou tenser le guide ou son épouse, de réfléchir à 2 fois. Voilà, il faut faire très attention parce que nos vidéos sont publiques. Ces vidéos-là vont très loin et puis ce sont des vidéos qui restent dans la mémoire de l'histoire. Donc, il faut faire très attention avant de se prononcer. Je ne pense pas que ce soit le président Laurent Gbagbo ou encore son épouse qui ait jeté Ziggy en prison. Laurent Gbagbo ne mène personne en prison. Vous savez très bien qui met les gens en prison. Je pense que ce qu'il a lieu de faire, c'est de dénoncer les conditions drastiques, les conditions très inhumaines et très difficiles dans lesquelles les prisonniers d'opinion sont détenus. C'est de dire clairement que Ouattara est en train de tuer les Ivoiriens à petit feu. C'est ça qu'il a lieu de faire. C'est de crier à ce que la justice puisse jouer son rôle. C'est de dénoncer les dérives judiciaires qu'il y a. C'est de dire aussi que la justice est instrumentalisée, que la justice est personnifiée en la personne d'Alassane Ouattara. C'est ça qu'il faut faire, puisque ceux qui, à l'international, hier, étaient prompts à dénoncer ce que Laurent Gbagbo ne faisait pas, parce qu'on le traitait de dictateur, on disait de quelqu'un qu'il bâillonnait l'opposition, tout ça, il ne le faisait pas, mais il y avait des voix qui s'élevaient un peu de partout à l'international. Mais ces voix-là se sont tues. Donc c'est à nous de prendre le relais pour faire entendre ce que les autres ne veulent plus dire, parce qu'ils ont décidé d'accompagner, de caresser Ouattara dans le sens du poil. Donc il faut faire très attention à ce que vous êtes en train de dire. Surtout aux camarades qui sont à Abidjan, qui ont essayé de faire la lutte. Moi, je les trouve très courageux. Voilà, d'avoir vraiment pris ce gros risque-là. Mais je pense que c'était en connaissance de cause. Parce qu'ils sont conscients, nous sommes tous conscients que nous ne vivons pas dans une démocratie, mais dans une dictature. Donc, du moment où vous arborez une forme de lutte qui tend à s'opposer à cette dictature-là, vous mettez tout simplement en danger. Donc, ça ne peut pas être de la responsabilité de Laurent Gbagbo si vous vous faites arrêter. Donc, si vous voyez que, selon vous, le combat que vous avez mené ne répond plus à vos aspirations, il est préférable que vous gardiez le silence, que de vous dédier. Parce que le pire, c'est qu'en faisant cela, ça vous discrédite. Mieux, ça fait oublier tout l'effort que vous avez fait dans ce combat-là pour vous faire connaître et autres, je ne sais pas moi. Donc, c'est mieux de se terrer, de rester à faune, si je peux le dire. Maintenant, s'il y a d'autres raisons que nous ne maîtrisons pas, donc s'il y a l'aspect financier derrière, bon là, je comprendrai que vous êtes vraiment dans un rôle, quoi. Mais ce sont des interpellations que nous faisons en toute fraternité. Donc, quand on pose un acte, il faut être sûr qu'on peut assumer l'acte qu'on pose. Donc, moi, c'est ce petit conseil-là que je voulais donner aux uns et aux autres. Je vous ai un peu parlé de la situation politique de la sous-région avec ce qui se passe. Vous avez compris ce dans quoi nous sommes en train d'être entraînés. Le président Laurent Gbagbo nous avait prévenu de cela. Donc ce n'est pas aussi surprenant que ça. Ceux qui se font l'effort de pousser très loin la réflexion sur les sorties du président ont compris que, bien évidemment, c'est ce que le président avait prévu qui est en train de se passer. C'est lui le prophète politique en Côte d'Ivoire. Et puis, sachez-le, nous n'allons pas changer notre posture d'un iota. Parce que cette posture-là va nous valoir quelque chose de grand demain. Nous n'allons pas nous dédier. Ce n'est pas parce qu'on ne va plus avoir les émoluments dont les partis politiques jouissent qui va finir de nous, comment je peux dire ça, de nous faire avaler notre lutte, quoi. Si on ne reçoit pas, comment on appelle ça, les fonds alloués pour les partis politiques, pour leur fonctionnement, nous on s'en fout. Ce n'est pas plus important que la détresse des Ivoiriens.
Donc ça, vous allez voir que c'est quelque chose qui nous serait imputé à la justice, c'est quelque chose qui va compter demain. Donc j'encourage tous les camarades qui se battent à maintenir cette posture-là, de continuer à le faire. Ça fait des années, nous sommes dedans. Il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il y a une fin pour tout. La vie même de façon normale est comme ça. Il y a un début, il y a une fin. Donc tous les camarades, les devanciers, ceux qui ont été là avant, ceux qui jusqu'à présent continuent de tenir le flambeau, qu'ils continuent de tenir ce flambeau-là. Qu'ils ne regardent ni à gauche ni à droite, qu'ils regardent purement la Côte d'Ivoire. Et comme c'est Laurent Gbagbo qui est notre porte-flambeau, il faut continuer de le soutenir. Forcément, nous allons y arriver. C'était votre humble serviteur, votre camarade, votre frère, votre fils, votre grand frère, votre papa, votre cousin. En tout cas, c'était votre frère Hans. Merci à tous ceux qui m'ont pris le soin de me suivre. Je remercie aussi gracieusement ceux qui ont pris le soin de tapoter, ceux qui m'ont envoyé des cadeaux. Que Dieu vous bénisse pour cela. On va se retrouver demain. Vous voyez que chaque jour, on fait les panels. Avant, ce n'était pas comme ça. Chaque jour, c'est pour ça que je ne tire pas trop long. 1h30 maximum. Et puis, on continue. Donc, c'est comme des épisodes. Voilà. Et puis, demain, on continue sur la lancée sur laquelle nous avons commencé. Merci beaucoup, les frères. On est ensemble. Abonnez-vous à mon frère Soleil. Abonnez-vous à... Ouais,